Ce podcast bénéficie du soutien de Léa Nature, entreprise engagée développant des produits bio et naturels comme la gamme de soins bucco-dentaires certifiés bio dans ta vie, en grande distribution, pour une bioefficacité en toute confiance, sans fluor et sans ingrédients controversés. Nos dents aussi ont droit au bio. Un grand merci à notre partenaire Léa Nature. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Recevoir un accueil glacial, couvre-toi, tu vas prendre froid, ou bien même tu vas attraper la mort. Nous tenons pour la plupart le froid comme un ennemi contre lequel il faut se protéger à tout prix. Surtout nous autres les frileux. Et si le froid était au contraire un allié de notre santé, s'il pouvait nous permettre de reconnecter avec nos potentialités endormies, explorer notre vraie nature sensible et in fine en s'émerveillant de l'extraordinaire capacité d'adaptation de notre corps, devenir encore un peu plus amoureux de la vie. Mon invitée du jour est enseignante de yoga, accompagnatrice en montagne et thérapeute. Dans son livre « Le froid, l'art de vivre en bonne santé » paru aux éditions Erol et co-signé avec Alix Lefièvre-Delcourt, elle nous fait découvrir les innombrables vertus du froid et nous accompagne de façon ludique et sensible dans l'exploration du froid au quotidien. Et c'est d'ailleurs de saison. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose Carole Dalmaz. Bonjour Carole. Bonjour Anne. Alors je le disais, cette saison, c'est bien de faire ce podcast finalement en hiver, mais on va aussi bien sûr parler du froid en été. Et ça tombe bien parce que comme vous l'entendez, chères auditrices et chers auditeurs, et comme tu l'entends aussi Carole, je suis un peu enrhumée. Est-ce que finalement ça peut être le froid ? Est-ce qu'on attrape froid par le rhume ? Tiens, je donnais en introduction un peu toutes ces expressions. Eh ben, voilà, alors effectivement, ça peut être le froid, mais surtout, ce qui peut être important, ça peut être autre chose, ça peut être aussi de rester confiné dans un endroit où il fait trop chaud, où les microbes peuvent circuler. En fait. Oui. Donc, contrairement à ce qu'on pense, peut-être rester de plus en plus à l'extérieur, surtout dans des périodes comme celle-ci, ça peut être bénéfique pour notre santé. Alors, on va en parler évidemment longuement aujourd'hui, toutes les deux ensemble. C'est vrai que nous, on a cette chance, on habite en Suisse, dans un pays où finalement, on a ce lac Léman assez extraordinaire. On est un des pays au monde où il y a le plus de lacs, je crois, en termes de concentration. Comment est-ce que le froid, toi, est rentré dans ta vie ? Est-ce qu'il a toujours été là ou finalement pas tant que ça ? Eh bien, pas tant que ça. Moi, comme beaucoup de personnes, j'ai été très conditionnée aussi par rapport au froid, avec une éducation qui fait qu'il faut se couvrir, que c'est important de ne pas trop sortir quand ça gèle, quand il y a de la neige, mets tes chaussons, mets ton écharpe, mets ton bonnet. En fait, à travers le yoga, j'ai rencontré le froid. Je pense que je dois ça aussi au yoga, parce que sans le yoga, je n'aurais pas rencontré Maurice Daubard, ce vieux yogi qui m'a initiée maintenant il y a plus d'une dizaine d'années. C'est lui qui t'a mis le pied à l'étrier ? C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, effectivement. Et puis, de manière, ça a été une rencontre assez impromptue, aussi, ce froid. Et comme le sont les rencontres, parfois, c'est assez bouleversant, ce qui m'est arrivé. Alors, avec le froid. Avec le froid, évidemment, on va en reparler. Avant d'en arriver là, c'est vrai que, petit aparté, moi qui ai vécu avec mes enfants pas très longtemps aux États-Unis, je vois que culturellement, en tout cas les pays anglo-saxons, en particulier les Américains, ont un rapport qui n'est pas le même que nous, la vieille Europe, j'ai l'impression, au froid, ou en tout cas peut-être en France. Ils se couvrent très peu. Je me souviens d'être en plein New York en hiver, et il faisait... vraiment peut-être même en dessous de zéro, et de voir beaucoup de gens, mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup, carrément comme ça en t-shirt dans la rue. Est-ce qu'il y a quelque chose de culturel, toi, dans tes observations, effectivement ?
Oui, il y a quelque chose de culturel. On peut le voir quand on regarde ce qui se passe, par exemple, dans les pays scandinaves aussi. Oui, exact. Quand j'ai vu des jolies vidéos, parce que je ne connais pas ces pays scandinaves très très bien, mais j'ai vu des jolies vidéos avec des garderies qui mettent les enfants, les enfants, dehors, les petits enfants avec des couches alors qu'il y a de la neige. Et donc ça, nous, on fait pas chez nous. Et effectivement, ça nous invite peut-être à réfléchir sur ces conditionnements que nous avons. Et la rencontre du froid, ça a changé, on va dire, ma perception. C'est venu à travers justement le yoga, dans ton cas? Dans cette mon perception, cas, alors associée à ta pratique, je veux dire? Oui, disons que, comme je le dis dans ce livre, je suis une homo confortabilis. Oui. Alors le yoga a peut-être renforcé aussi cette notion de confort, parce que comme c'est pas une discipline, on va dire, qui amène à nous confronter, à être dans une compétition. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là où je m'établissais dans un confort. Oui, une forme de routine en fait. Une forme de routine. Oui. Et puis, lors de cette rencontre avec Maurice Daubard, que je connaissais depuis très longtemps, mais je suis allée donc dans cette retraite parce que je pensais que c'était un vieux yogi et que c'était important de suivre son enseignement. Et je suis arrivée là-bas sans vraiment savoir de quoi il s'agissait. Et cette retraite a amené effectivement beaucoup d'inconfort. Et comme il le dit, et il aimait le dire, trouver le confort dans l'inconfort, en fait. Et trouver le confort dans l'inconfort, c'est... Il y a quelque chose, effectivement, de moi, dans ce moment-là, qui va se dépasser. Peut-être cette confrontation pour qu'on comprenne comment s'est passé ce stage. Ça se déroulait comment en fait un stage avec lui? Alors voilà, on arrive. Alors c'était un stage, c'était une immersion d'une semaine. Mmh. Et puis cette immersion d'une semaine, on arrive, il nous fait creuser des baignoires dans la forêt. Et puis ces baignoires, en fait, c'est pour s'asseoir. Et on commence comme ça, directement. Au lever, on va s'asseoir dans la neige. On va tout simplement méditer pendant 1 heure et on se déshabille. Donc lui, il est là, il nous attend, il est déjà en maillot de bain. C'est hors du temps. C'était en Suisse? Donc ça, c'était en Italie. D'accord. C'était sur les hauteurs de Vétan. C'est là où je donne aussi maintenant mes retraites parfois. J'ai repris son lieu. Et voilà, et puis ensuite, on va marcher en maillot de bain, en raquette. Non, pas pieds nus. Pas pieds nus. Là, il proposait plutôt une marche en raquette. Oui, si on est en raquette, effectivement. Voilà, on est en maillot de bain. Donc ça, c'est bien parce qu'on a les pieds protégés. Les pieds, les extrémités, c'est important de les protéger. Oui, d'ailleurs, on voit sur ton livre que la personne est dans un bain qu'on imagine être froid, mais elle a ce bonnet. C'est ça. Et là, on est à Vétan, justement. On est en Italie. Donc, le bonnet, pourquoi ? Parce que on a une déperdition de chaleur très importante par la tête. Voilà. Et puis ensuite, on va se baigner dans ce bain. Ça, c'est la dernière des activités qu'il nous proposait et que je reprends aussi. Cette eau est à combien, là, à peu près ? L'eau, elle est à 2 degrés, à peu près. D'accord. Oui. 2 degrés. Quand elle est un petit peu en dessous, on casse la glace. Là, ce jour-là, on avait cassé la glace. Très belle image qu'on publiera peut-être, si tu es d'accord, sur nos réseaux pour accompagner cette interview, Carole. Mais oui, avec plaisir. Elle est magnifique. C'est toi sur cette photo ? Non, c'est pas moi. C'est mon amie Florence, qui est aussi une prof de yoga, qui était venue à notre retraite. Oui. Et voilà, elle est à Marseille. Et elle enseigne d'ailleurs maintenant aussi le froid.
Voilà. Alors le froid, c'est vrai qu'on en parle beaucoup ces dernières années. On sait qu'en tout cas en Suisse, c'est une tendance, on l'observe, même quand on se balade là au bord du Léman, les hivers, de plus en plus de gens. En tout cas, moi, depuis que je suis là, j'ai l'impression de voir de plus en plus de personnes aller se baigner. Je croise souvent ce couple de personnes âgées, vraiment très âgées. Je pense qu'ils ont peut-être pas loin de peut-être 90 ans, 90 ans, on dirait ici en Suisse, mais qui vont se baigner très régulièrement. Ils font d'abord une marche très active et ils vont se baigner dans le lac. Je ne sais pas si tu les as déjà croisés, mais si oui, tu les connais. Bien sûr, bien sûr. Ce couple-là. Oui, absolument. Et ils ont l'air quand même en forme quand on les voit comme ça. Ils font peut-être 20 minutes de marche pour arriver à leur lieu de baignade. Mais en tout cas, c'est vrai que toi, tu observes que c'est vraiment une pratique qui est en forte progression ces dernières années. Oui, avant le Covid, j'étais quasiment la seule à me baigner avec justement ce couple que j'ai souvent croisé à Vevey. Il y avait très très peu de personnes en fait, très très peu de personnes. Et puis petit à petit, surtout c'est dans le Covid, pendant cette période en fait du Covid, les gens avaient besoin aussi de se rencontrer. Et d'ailleurs, quand je proposais, c'était les seules sorties que je pouvais proposer. On se retrouvait et on allait effectivement pratiquer au bord du lac et se baigner. Et depuis cette période-là, c'est vraiment amplifié. Aujourd'hui, encore mercredi, je suis allée me baigner, il y avait déjà plein de monde. Alors que c'est le matin, que c'est à une heure où normalement les gens travaillent, il y a déjà plein de monde. Donc c'est plutôt chouette. Les gens y prennent goût. Ils prennent goût et en même temps, je dirais que le froid s'apprivoise et ne s'improvise pas. Donc, c'est important d'y aller de manière progressive. Alors oui, justement, on est rentré un peu dans le vif du sujet, mais je parlais de ce couple âgé. Quand on parle du froid, et on parle du Léman, tout le monde n'a pas la chance d'habiter au bord du Léman, ou certains ont la chance d'habiter évidemment ailleurs. On va parler des bienfaits du froid sous plein de formes différentes dans cette émission, donc restez bien avec nous. Est-ce qu'il y a des précautions, toi, tu dirais, à prendre ? Est-ce que tu inviterais les gens à prendre certaines précautions de manière comme ça spontanée ? Qu'est-ce qui te viendrait en tête ? Les règles à respecter, peut-être des choses à ne pas faire comme ça, toi tu viens de le dire, y aller d'abord progressivement. Ça s'apprivoise. D'ailleurs, ça a été ton cas. Oui. C'est marrant parce qu'en tant qu'accompagnatrice de montagne, je dirais les précautions par rapport au froid, c'est de bien s'habiller, d'avoir des vêtements bien chauds et bien adaptés au froid. En tant qu'exploratrice du froid, les précautions, ce serait d'y aller progressivement. Et progressivement, ça veut dire que c'est une approche, en fait, qui va être dans le sensible. Et dans le sensible, c'est être à l'écoute de nos rythmes. Voilà, moi, je viens du monde du yoga. Et donc, du coup, évidemment que ça fait sens, c'est-à-dire que le yoga, c'est pareil, on va l'apprivoiser, on va pratiquer 5 minutes par jour, 10 minutes par jour. Si on pratique tout de suite 1 heure par jour, on va pas le maintenir dans le temps. La plupart du temps, on va s'en lasser parce que c'est trop exigeant. Et c'est pareil avec le froid. Le froid, on va l'apprivoiser. Donc, ça va être 1 minute, peut-être par jour, d'exposition avec... ça peut être aussi à l'air. On parle beaucoup de l'eau. Mais on peut aussi tout simplement sortir la gorge déployée. On peut sortir sans les gants. On peut sortir sans un bonnet. Et on sent que ça nous fait du bien. Toi, vous parlez aussi dans votre livre avec Alix de chez soi, pas surchauffé, etc. Voilà. Oui. Alors aussi, ce qui se passe dans nos conforts bien établis, on a cette tendance à vouloir trop chauffer. Et on sent bien que le chaud, ça nous endort quelque part. Hippocrate le disait, que ça nous ramollit et que le froid vivifie. C'est important de le rappeler. Pour finir simplement sur les petites précautions à prendre, est-ce qu'en fonction de l'état de santé de la personne, on fera attention si on sait qu'on a certaines problématiques, par exemple cardiaques. J'ai fait une émission Métamorphose avec un cardiologue où on a parlé des bienfaits du froid parce que lui avait, en tout cas, pratiquait les bains de froid et il disait qu'il y avait quand même pas trop de contre-indications.
Oui. Alors, bon, voilà, on prend cette précaution, effectivement, de vérifier que les personnes n'ont pas de problèmes cardiovasculaires, n'ont pas de problèmes aussi épileptiques ou de problèmes de peau, mais on va toujours se référer aussi aux médecins. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des médecins, on est des explorateurs, des exploratrices du froid. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Oui. Donc, on demande aux personnes qui, en tout cas, viennent dans nos propositions d'aller vérifier leur état de santé auprès de leur médecin ou d'un spécialiste. Voilà, on va faire attention avec ça, bien évidemment. Mais toutefois, oui. Je pense que c'est important de le souligner aussi, c'est-à-dire que le froid va aussi renforcer le système cardiovasculaire s'il est abordé de manière progressive et dans le sensible. Est-ce qu'on est tous finalement égaux par rapport au froid ou est-ce que, selon l'inconscient collectif, les femmes sont plus frileuses, j'ai froid aux pieds le soir dans le lit, la femme met les chaussettes, l'homme ne... Voilà, on est dans les stéréotypes, je caricature volontairement. Mais il y a un peu de ça dans l'inconscient collectif quand même. Oui, ça va vraiment dépendre aussi de notre masse musculaire, ça va dépendre, chaque personne est différente devant le froid. On dit aussi que les testostérones vont favoriser la masse musculaire, donc c'est pour ça aussi que les hommes auraient plutôt tendance à être plus au chaud que nous. Voilà. Moi, je l'observe peut-être effectivement dans, on va dire dans les frissons. Quand on reste trop longtemps, on a le frisson thermique. Voilà, peut-être que ça sera plus rapide effectivement chez les femmes parce qu'on a moins de masse musculaire. Mais voilà, j'ai aussi rencontré des femmes qui sont très endurantes par rapport au froid. Voilà, avec un entraînement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons développer ces graisses brunes. Nous allons les activer plutôt que les développer. Alors, c'est quoi justement ces graisses brunes ? Parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Je sais que j'ai fait une émission aussi avec France Guilin qui parle, en fait, ce serait comme presque un organe à part entière, ces graisses brunes, et qu'on va activer avec les fascias, c'est ça ? Oui, et ces graisses brunes, en fait, elles sont associées à la régulation de la température corporelle. Elles vont produire de la chaleur avec ces mitochondries qui sont beaucoup plus importantes dans ce tissu adipeux. Donc elles vont fonctionner, le froid, en fait, va venir les activer, il va leur permettre de mieux circuler. C'est le phénomène, c'est ça ? Alors, ça va nous permettre d'être plus endurants par rapport à la chaleur, par rapport au froid, pardon. Simplement pour revenir sur les différents types de froid, est-ce qu'il y a froid et froid ? Là, tout à l'heure, tu parlais de cet endroit, de ce bain qui était à peu près aux alentours de 2 degrés. Quand on parle du froid, quelle échelle finalement on a toutes les échelles, mais de quel froid parle-t-on finalement ? Alors, de quel froid parle-t-on ? Est-ce que c'est un froid glacé ou déjà une douche un peu plus tiède en hiver ? Est-ce que on peut considérer que c'est déjà un peu une douche froide ? Tu vois, toi, tu mettrais où le curseur ? Eh ben, ça va dépendre justement de chacun. C'est pas tout à fait pareil quand même. Ouais, c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Et puis, oui, notre référence, c'est toujours la chaleur en fait. Donc, notre noyau intérieur, on peut dire, il est toujours à environ 37 degrés, 37,2. Aujourd'hui, on est plutôt sait un peu plus bas. Oui, mais bien que France Guilin, tu en parlais, nous dit que la chaleur du corps, ces dernières 50 années, a tendance aussi à augmenter. Donc là, on pourra peut-être en reparler par rapport aux inflammations. Mais du coup, effectivement, on est dans cette chaleur et ce noyau intérieur, il est toujours à 37 ou à 36,6 degrés. Et on peut toujours y revenir.
Maintenant, en fonction aussi de notre entraînement, on va développer notre endurance. Plus on va effectivement pratiquer et plus on aura cette capacité à aller vers le froid, le vrai froid qui peut être à 2 degrés. Mais les douches, elles vont nous amener vers ça. D'accord. Donc ça, c'est bien parce que du coup, les douches, ça peut être une manière en fait de démarrer par ça. Toi, tu serais plutôt partante si on devait justement, tu proposes un programme dans le livre, si on devait se dire, tiens, j'ai envie de démarrer, par quoi on démarrait justement par la douche? Alors la douche froide, c'est une bonne alternative, plutôt qu'aller tout de suite dans le lac ou tout de suite s'exposer dans des endroits où il fait vraiment... oui, ou dans la neige. Comme dans la neige, voilà. La douche progressive, donc je propose ce programme tout au début du livre où on va commencer une immersion d'abord au niveau du visage, une immersion au niveau des bras, des jambes, du corps petit à petit, d'aller... Voilà. Moi, la douche, pour moi, j'ai cette tendance à y aller d'un seul coup, la douche froide. Mais parce que j'ai l'habitude. Bien sûr. Mais c'est-à-dire que toi, tu prends toute ta douche froide, c'est ça? Voilà, moi, j'y vais d'un coup, Alors, j'ai deux manières, en fait. Soit je prends ma douche chaude et ensuite... je finis par une douche froide et quand je finis par la douche froide, j'y vais d'un seul coup. Oui. Soit je commence avec la douche froide et si c'est avec la douche froide que je commence, là, j'y vais progressivement. C'est-à-dire, je remonte par les jambes et je vais jusqu'au au sein. Alors, quand tu disais simplement, quand tu dis que les gens vont y aller progressivement, tu préférais y aller progressivement sous la douche ou on peut simplement commencer, par exemple, à faire un petit bain d'eau froide avec ses mains ou un petit bain de pied ou... Oui. Qu'est-ce que tu proposerais, toi? Moi, je proposerais les pieds directement. Directement les pieds. J'aime beaucoup cette pratique que je fais souvent, très souvent. C'est-à-dire que je vais dans la douche et en fait, je vais mettre en Suisse, quand on met à notre maximum, c'est à peu près 10 degrés, le maximum du froid. Et je vais immerger mes pieds. Je vais les immerger au niveau des malléoles internes, externes, sous la plante des pieds. Et cette pratique, je l'aime beaucoup parce qu'elle me permet de me recentrer. Oui. Elle me permet de aussi relâcher la charge mentale. Ouais, elle fait descendre en fait tout ce qu'on a dans la tête à un autre niveau. C'est ça. Ouais. Donc, et c'est très très efficace. À la longue, c'est toujours aussi efficace. C'est vrai que quand j'ai l'occasion de partir en randonnée, là récemment avec mes amis Alexandre Dana et Christian Junot, que nos auditeurs connaissent bien dans Métamorphose, ils me voient régulièrement retirer mes chaussures de randonnée, mes chaussettes, dès qu'on voit une rivière pour aller dedans et je les entraîne à faire pareil. Et ensuite, le reste de la randonnée, vraiment, on sent, c'est très différent. Il y a une énergie qui revient, une fatigue qui s'en va tout de suite, une joie aussi qui arrive. Parfois même, je dirais, des choses qui se passent au niveau spirituel. Je ne sais pas si toi, c'est ce que tu expérimentes, certainement aussi. J'espère. Ouais. J'espère qu'à la longue, l'ego finira par se ramollir. S'il y a quelque chose qui doit se ramollir, c'est ça. Il descend dans les chaussettes, l'ego, c'est ça. Il va vers la terre. C'est ça. Oui, et puis exactement, de mouiller les pieds comme ça après les randos, c'est magnifique. Et puis de pouvoir, si on peut aussi marcher un moment pieds nus sur la terre ou juste être en contact avec la terre. Moi, j'adore marcher pieds nus. Alors, marcher sur la neige, c'est très challenging. Oui. Voilà, si on a la possibilité, après d'aller au chaud, on peut vraiment s'amuser à le faire. Ici, tu as un grand jardin, tu peux t'amuser à marcher pieds nus. Oui, c'est ça. C'est vrai que pour ceux qui sont dans la nature avec des espaces plus larges, peuvent le faire. On peut aussi marcher pieds nus chez soi, finalement, c'est bon? Aussi, oui, tout à fait. Bon, voilà, dans la pratique du yoga, on est toujours pieds nus au fond. Oui. Donc, moi, je le fais tout le temps. Tu gardes cette habitude. Je suis tout le temps pieds nus. Le plus souvent possible.
C'est Céline Royer que j'ai interviewée récemment qui disait qu'on a vraiment beaucoup de capteurs, on le sait, sous les pieds, et qu'il est vraiment indispensable finalement, les chaussures restent une forme de prothèse, d'une manière ou d'une autre. Ça. L'homme, au départ, marchait quand même pieds nus, et que c'est important de se réapprivoiser, de se remettre en fait au contact comme ça de la terre, comme toi. Ouais. Oui, et ne serait-ce que pour l'équilibre. Au-delà du froid, pour sentir qu'est-ce qui se passe sous nos pieds. On peut du coup marcher aussi parfois les yeux fermés quand on sent les aspérités du sol, de la terre. Quels sont les bienfaits aujourd'hui recensés du froid ? J'imagine qu'ils sont nombreux, mais qui sont sourcés scientifiquement, qu'on a pu observer concrètement aujourd'hui, puisqu'il y a de la recherche qui est faite sur ces sujets-là, j'imagine. Alors de plus en plus, elles sont assez. Ces recherches sont en élaboration. Wim Hof amène aussi beaucoup à ce niveau-là. Alors qui est-il ? Parce que peut-être, il est très connu aujourd'hui par les réseaux, mais peut-être certaines personnes qui nous écoutent ne savent pas qui il est. Oui. Alors c'est lui, Wim Hof, on l'appelle Iceman. Qui est un Hollandais qui aujourd'hui a, on va dire, vulgarisé aussi une pratique du froid de par sa grande expérience. Et en fait, il se prête à beaucoup d'études scientifiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'y intéresse davantage. Ces études qui viennent prouver un peu ce que les yogis savaient déjà, certainement, les grands yogis. Mais c'est important aujourd'hui de montrer que le froid, effectivement, a un impact sur... il a fait tout un travail sur le système nerveux autonome. En ça, c'est intéressant parce que on aurait effectivement la possibilité d'influencer notre système autonome, ne serait-ce qu'au niveau, bien sûr, de la respiration, au niveau cardiaque, au niveau de la digestion. Et peut-être aujourd'hui au niveau aussi de l'endormissement. On peut observer que le froid va venir activer notre endormissement et peut-être un meilleur sommeil. Sur tout ce qui est psychique, somatique, on va dire, dépression, etc., on voit aussi des effets de ce côté-là ? Alors oui, ça c'est clair. Moi, je peux que parler de mon expérience. Bien sûr que toutes ces études vont montrer que quand on s'expose au froid, il va avoir des sécrétions d'endorphines. On parle de la joie là pour le coup, mais aussi d'autres hormones comme la dopamine, comme il y a les endorphines, la dopamine, la sérotonine, il y a le cortisol, il y a la noradrénaline et l'adrénaline. C'est un peu sur ces hormones-là que les études vont se faire et on observe que ça amène beaucoup de joie. On pourrait dire que le froid est un antidépresseur naturel. En tout cas, moi, j'en parle dans mon expérience. Toi, tu as ressenti qu'il y avait eu un avant et un après psychologiquement par rapport au froid ? Clairement. Et pour moi, c'est d'un grand soutien aujourd'hui que je suis dans une phase de ménopause. Je sens que ça me soutient. Tu vois, parce que à cette période, oui, on sent que le moral, il est plus fragile. Alors, à cette période de la femme, je peux constater effectivement que mon humeur est plus vacillante et qu'effectivement, le froid va venir soutenir quand j'ai pas trop le moral. Je sais qu'une douche froide ou un bain froid va effectivement me ramener un peu plus de gaieté, de joie. C'est comme si, en fait, il y avait vraiment ce phénomène de rétablir l'homéostasie. Le corps va du coup prendre ce coup de boost du froid pour pouvoir activer en fait tout un certain nombre de paramètres que tu as très bien cités, cortisol, noradrénaline, etc.
La liste est longue, c'est une litanie de tout ça. Et ça va venir stimuler en fait tout le système dans son ensemble. Et puis j'imagine que combiné à ta pratique de yoga, les deux font la paire en fait dans ces cas-là. Je pense à ça parce que forcément dans le yoga, il y a aussi l'activation du système physiologique, mais aussi le système respiratoire qui va de pair quand même souvent avec le froid dans les pratiques, j'imagine. Oui, alors la respiration, elle va vraiment nous soutenir dans cette exploration. Ces respirations qui vont venir oxygéner aussi notre cerveau, mais qui vont venir aussi réchauffer tout notre organisme. En fait, c'est comme s'il y avait une combinaison en fait, entre le froid et la respiration qui se mettait en osmose. Il y a un phénomène comme ça qui s'opère. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, quand on va rentrer dans le froid ou quand on prend notre douche déjà, il va y avoir une accélération cardiaque qui va faire que notre respiration va aussi s'activer, va être beaucoup plus rapide. Et quand elle est beaucoup plus rapide, on va augmenter notre taux d'oxygène. Oui. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, je trouve, et qui donne vraiment envie, c'est que quand on va prendre une douche, tu dis c'est suffisant. C'est pas forcément ce que j'entends, en tout cas, tu vas nous confirmer ou pas, c'est que c'est pas forcément la peine d'avoir une pratique quotidienne pour en voir les bénéfices. Alors bien sûr, on va avoir des bénéfices à long terme. J'ai deux amis, un qui est à Toulouse, l'autre qui est à Madrid. Les deux qui sont des hommes qui prennent des bains froids et qui me disent que ils ne sont plus malades, ils sont en pleine santé depuis qu'ils font ça. Donc il y a quand même un effet sur le long terme. Et ce que tu disais aussi, c'est que ne serait-ce qu'une douche froide comme ça ponctuellement, toi tu dis te remet en selle, même en termes d'humeur. Oui. Donc on a quand même un bénéfice assez immédiat. Alors oui. Clairement, il y a quelque chose de fulgurant dans cette pratique. C'est là tout de suite, c'est à notre disposition. Donc maintenant, c'est important d'être dans une pratique pour éviter notre stress oxydatif. Ça va être important d'être dans une pratique régulière. Si on peut se familiariser avec le froid, c'est-à-dire vraiment l'apprivoiser. Moi, c'est ce qui m'a intéressée. C'est-à-dire, ça a été compliqué au début. Ça n'a même pas été voulu, à vrai dire. Et c'est pour ça que, pour moi, ça a été une rencontre. C'est que j'ai pas eu cette intention. Ça n'a pas été volontaire initialement. Et c'est parce que c'était pas volontaire que ça a été si compliqué. Qu'ensuite... une fois que j'ai lâché, parce que j'y étais, au bout de 3 jours dans cette fameuse retraite avec le vieux yogi, c'est là où il y a eu ce moment de basculement, où les hormones ont fait leur fonction, de ramener peut-être un peu plus de légèreté, d'amener de la joie, et puis aussi d'amener quand même, il y avait une certaine anesthésie. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans les endorphines. Les endorphines, elles nous anesthésient. Et donc, du coup, avec cette rencontre, je me suis dit, OK, je vais plus lâcher et ça a été tellement difficile initialement. Et je me suis dit, OK, alors maintenant, je vais m'entraîner. Et m'entraîner pendant 1 année et demie, c'était mon rendez-vous. C'était mon rendez-vous au quotidien. Donc, c'était un peu ma sadhana. Ce qu'on appelle, c'est cette pratique au quotidien. Et même si ça dure 2 minutes, même si ça dure 3 minutes, mais là, mon challenge, c'était d'aller dans l'eau. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est qu'effectivement, au bout d'1 an et demi, cette pratique d'aller tous les jours me baigner dans l'eau, dans des eaux froides, c'était trop. Oui. À l'inverse. Voilà. Donc, ça, c'est important. C'est-à-dire que de bien doser. Et là, je pense à la médecine chinoise, parce que c'est vrai que quand on... Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de la médecine traditionnelle chinoise, mais en tout cas, dans ce que j'ai pu lire, c'est vrai que, par exemple, aux périodes de l'hiver, en période hivernale, on a tendance à dire, par exemple, ne faites pas trop de sport, gardez un peu vos énergies pour vous. Voilà, c'est un temps du repos, en fait, du yang, d'une certaine manière. Et alors que là, le froid va venir activer le système.
C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut le doser. Oui. Vraiment. Et je crois que plus, en fait, j'avance dans cette pratique et plus j'en fais le constat. Et le constat aussi autour de moi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes très, très volontaires qui vont s'exposer tous les jours, mais en fait, ça ne tient pas dans le temps. Et en ça, c'est dommage, parce qu'au fond, de petit à petit amener cette pratique comme une hygiène de vie. Ça me semble, aujourd'hui, très essentiel, très important dans les temps que nous vivons, dans les temps où nous sommes aujourd'hui, dans ces temps un peu particuliers. Ça me semble important d'amener cette hygiène de vie parce qu'elle va soutenir notre santé. Oui. Et réellement, on n'a pas envie aujourd'hui d'aller dans les hôpitaux, on n'a pas envie d'aller voir notre médecin tous les jours ou de traîner dans ces endroits-là. Et je crois que si on prend soin avec le bon dosage, et dans le sensible, c'est vraiment dans cette fine écoute, c'est ce que tu disais. C'est-à-dire que effectivement, l'hiver, normalement, c'est le temps du repos. C'est le temps où on se pose, où on ralentit. Mais le froid peut aussi servir ça. Oui, c'est bien. En fait, je me souviens de cette phrase, je ne sais plus si c'est Paracelse ou Hippocrate qui dit ça, rien n'est poison, tout est une question de dosage. Oui. Donc c'est vrai que là, à travers le froid, ce que j'entends, tu me dis si c'est faux, mais on va quand même activer un peu un mode survie quand même du corps. Et donc si on l'active trop souvent, il y a un moment donné, on va aussi le conduire à l'épuisement, j'imagine. C'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Et il y a cette double fonction dans le froid. Il y a le système parasympathique et le système sympathique qu'on vient activer. Et c'est pour ça qu'après l'exposition au froid, ça va être super important de prendre un temps, mais au chaud cette fois-là, pour observer comment le froid continue à progresser. Et puis surtout, moi, ce que je fais l'hiver, c'est que quand je vais m'exposer, je sais qu'après ou à un moment dans la journée, je vais avoir un temps de repos pour justement rééquilibrer. Tout à l'heure, tu parlais d'homéostasie. Finalement, c'est ça. Et c'est ce dont nous parle aussi la loi d'Hormèse. C'est ça. Voilà. Dans ces cas-là, moi, je me souviens parfois d'être allée me baigner dans le lac et ensuite d'avoir vraiment du mal toute la journée à me réchauffer, d'avoir ces frissons dont tu parlais. Est-ce que c'est moyen quand même de continuer à frissonner comme ça toute la journée ? Pourtant, je prenais des tisanes, je me réchauffais bien. Peut-être même parfois, j'avais ressenti le besoin d'aller prendre une douche chaude après puisque j'arrivais pas de bien se réchauffer. Oui. Alors la douche chaude, elle peut être douloureuse, parce que quand on a les vaisseaux qui ont été activés avec le froid, on peut avoir cette sensation de brûlure. Oui. Et surtout, elle va nous enlever les bénéfices du froid. Donc c'est presque dommage. Ce qui est important, c'est peut-être de mieux doser, c'est-à-dire de rester moins longtemps. Et quand on parle du sensible, ça veut dire qu'on va aller s'exposer, on va prendre le temps de ressentir. Dans cette pratique, on nage pas. Donc, on est là avec ce qui se passe. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de la méditation, mais de cette méditation vigilante. On n'est pas... on observe vraiment tous les phénomènes. Oui, on n'est pas absent. On n'est pas absent. Tous les phénomènes du corps. C'est-à-dire la respiration, c'est-à-dire les battements cardiaques, peut-être aussi les pupilles qui sont en train de se dilater. Mais on va être aussi attentive à notre état du moment. Il y a des moments où on est beaucoup plus vulnérable parce qu'il y a des choses on est en train de vivre dans notre vie qui nous rendent vulnérables. Et donc, ça va être important de modérer
le froid. Et quand tu reviens chez toi, tu bois beaucoup de chaud, tu t'habilles chaudement. Et quitte à, si tu n'arrives pas à te réchauffer, à mettre une petite bouillotte sous les pieds. Mais on va surtout faire confiance à ce processus du corps de réchauffement. Il a cette capacité à pouvoir se réchauffer réellement. Ça, c'est intéressant. J'aimerais peut-être, et vous en donnez beaucoup dans votre livre, des exemples. Tu en as donné quelques-uns tout à l'heure. Tu parlais des bains de soleil par temps de froid. Boire son thé, son café dehors en hiver. Moi, je trouve ça intéressant. Les mains dans un saladier, tu l'as dit. Oui. Marcher pieds nus dans la nature, peut-être même dans la neige. Du vélo en t-shirt. Doucher aussi nos glandes. Tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est intéressant de regarder le système endocrinien. Donc là, tu parlais de quelle glande, par exemple, on peut doucher? Je parle surtout pour nous les femmes, la thyroïde, les seins. Je trouve que c'est très bien d'aller, moi souvent, après ma douche froide, je finis sur ces parties-là. Oui. Thyroïde, les seins et les ovaires. Alors, on parle aussi... Oui. Et pour les hommes, les gonades aussi, c'est bien. Oui. Tu disais aussi dormir un peu la fenêtre ouverte. Ça peut être intéressant. Tu le fais, toi? Ah, toujours. Toujours, hein. Toujours. Chez moi, c'est vite vu, j'ai tout le temps les fenêtres ouvertes. Je te cache pas que je suis chauffée en haut et en bas par les voisins, mais j'ai toujours les fenêtres ouvertes. Alors, c'est vrai que je vois à l'école en ce moment, mes filles se plaignent que les profs ouvrent les fenêtres et que parfois être en classe pendant 2 heures, les fenêtres ouvertes, elles ont vraiment très froid, surtout qu'ils n'ont pas les manteaux dans les classes. Ah oui. Alors, c'est vrai, quand on est statique et qu'on commence à avoir froid, ça peut être aussi extrêmement désagréable. Si on est devant son ordinateur ou qu'on est en classe, qu'est-ce qu'on peut faire là pour... s'habiller, encore inévitablement, plus. et puis boire du chaud. Mais surtout, laisser les fenêtres ouvertes si c'est possible. On retrouve l'exemple que tu donnais au début de cette émission, des bébés avec des crèches en plein air. Je sais qu'à Paris, il y a aussi des expériences comme ça. Je le voyais, où il y a des crèches en plein air, on les voit dormir dans leurs poussettes. Ils sont très, très vêtus et ils respirent l'air froid. On va développer notre capacité adaptative. Et ça, c'est un petit peu la contrepartie de notre confort. C'est-à-dire, on est dans un confort qui fait qu'on atrophie ses capacités adaptatives. Et ça va être vraiment important de les réentraîner pour ne pas les perdre complètement. Et vraiment faire confiance aussi à notre corps, parce qu'il a cette intelligence phénoménale de s'adapter. Alors, voilà, nos expositions, comme on le disait, on va les doser. D'ailleurs, des personnes plus âgées, on a parlé de ce petit couple de personnes plus âgées que nous, on croise dans notre région au Léman, mais des personnes qui n'ont pas fait ça toute leur vie, qui nous écouteraient et qui sont plus on va dire des seniors un peu plus avancés, peuvent s'y mettre aussi sans problème, comme ça, en y allant progressivement. Tu le vois, toi, d'ailleurs, dans tes retraites? Oui, et ça a été le cas de mes parents qui se sont mis aux douches froides. Et voilà, je pense qu'en ayant eu l'exemple aussi du vieux yogi, ils se sont dit, tiens, mais nous aussi, on pourrait faire ça. Et ça leur fait du bien, clairement. Ils sont, ça leur amène un petit peu de vitalité. Toujours une question de dosage. Mais là, c'est des douches froides. Ça peut être tout simplement des expositions aussi à l'air. Oui. On sait que l'eau est beaucoup plus conductrice, donc beaucoup plus, entre guillemets, violente que l'air. Alors, commençons déjà par l'air. Moi, c'est ce que je proposerais, c'est-à-dire des fenêtres ouvertes, comme tu le citais tout à l'heure, de tout simplement sortir, prendre 5 minutes pour aller marcher dans le jardin pieds nus, pourquoi pas, de boire un café dehors. Voilà, moi, je sais que maintenant, c'est systématique. Je vais à côté du lac Bleu, au littéraire, boire mon petit thé et je suis dehors et ça va très bien. Je suis bien habillée, j'ai mon bonnet et c'est bon. C'est bon d'être dans les éléments. On n'a pas parlé, on a un petit peu évoqué France Guillain, mais quid de la poche froide, les bains dérivatifs, on sait que c'est vraiment intéressant puisque dans ses recherches aussi, France Guillain et puis avant elle, Louis Kuhn, etc., parlaient vraiment de faire baisser un peu cette température corporelle parce qu'on est quand même dans des sociétés où on est en pro-inflammation, pro-inflammatoire au niveau du corps. Oui.
Ces bains dérivatifs vont drainer, d'une part aussi, toutes les toxines de notre corps. Moi, j'étais à l'ancienne, donc j'ai beaucoup pratiqué ces bains dérivatifs et ça m'a permis à un moment donné dans ma vie de perdre quelques kilos. Mais c'est une manière, Quand effectivement... tu dis à l'ancienne, tu veux dire par exemple avec le bidet ou la douche, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, plutôt les bains de siège. Le bain de siège. Alors que maintenant, on parle plutôt des poches de gel, c'est ça, pour les personnes qui nous écoutent. Et donc, j'ai essayé dernièrement ces poches de gel et c'est très bien. C'est très bien. C'est une manière, effectivement, d'amener le froid dans le confort, je dirais. Et peut-être au niveau de l'inflammation, il y a des choses qui se passent. Pour aller clairement. plus loin, peut-être qu'on peut... j'ai mentionné, on a fait une émission complète avec France Guillain, c'était dans les tout débuts de Métamorphose, je ne me souviens plus du numéro d'épisode, mais si vous tapez France Guillain bains dérivatifs, on a fait vraiment une émission complète sur les bienfaits des bains. Et donc, c'est vrai que c'est assez facile à mettre en place aussi et assez progressif. Si on veut. Ce sont des poches de gel qu'on met dans la culotte, pour être plus précise. Absolument. Et à condition, pour que ce soit efficace, il faut que toutes les autres parties du corps soient au chaud. Donc c'est une bonne manière, pourquoi pas, de commencer aussi avec le froid. Est-ce que pour le froid, il y a un moment qui serait plus approprié dans la journée pour s'exposer au froid? Est-ce que le matin serait un meilleur moment que la douche du soir, par exemple? Moi, j'aime les deux. J'aime les deux. Les deux, mon capitaine. Ouais, ça va vraiment dépendre de l'état du moment. Le matin, la douche froide ou la baignade dans le lac, ça va amener beaucoup de vitalité. Ça va soutenir aussi toutes les activités de la journée. C'est un éveil vraiment de tout le corps, mais aussi du mental. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et le soir, c'est une manière aussi de se nettoyer. De laisser partir justement tous les tracas de la journée, tout ce qui nous a alourdis pendant la journée. Et avant d'aller me coucher, souvent 1 heure avant, ce que je fais, c'est que je prends, quand je prends ma douche le soir, je vais terminer là pour le coup avec la douche froide aussi. Et là, ça va préparer mon corps, parce qu'on sait que pour l'endormissement, le corps a besoin de se refroidir. Et effectivement, je m'endors en un claquement de doigts. Oui, c'est clair. Ça donne envie, c'est parfait. Par contre, on dit que c'est difficile de s'endormir quand on a très froid aux pieds. Alors, oui. Alors inversement. Ça, c'est vrai. Je reviens sur les femmes qui se plaignent d'avoir froid aux pieds le soir. C'est un fait. Mais ce qui se passe, en fait, quand on va prendre une douche froide, tu vois, chaque fois que tu prends ta douche chaude et que tu sors de la douche, tu as froid, n'est-ce pas? Oui. Alors que quand tu finis avec ta douche froide, tu n'as pas froid. Absolument, on dirait que tu me vois dans la douche. Donc voilà, et donc ça, on sait qu'en finissant avec la douche froide, ça va générer cette chaleur intérieure. C'est aussi. Ça. Donc ça, c'est bien. Tu parles aussi de se préparer avec la respiration, on en a parlé, et vous parlez aussi dans votre livre toutes les deux du shaking. Qu'est-ce que c'est? Ah, le fameux shaking. Ouais. En fait, le shaking, on va venir secouer, comme on le dit, le corps. Et donc, ce mouvement est induit par les pieds. Et puis, on va ramener quelque part dans ce shaking de l'élasticité. Oui. Mais c'est quelque chose qui va nous détendre. Qui va aussi beaucoup détendre tous nos tissus, qui va dynamiser en fait, il va nous stimuler aussi. Il va amener la circulation aussi sanguine à s'activer. Et ça va être plutôt sympa avant d'aller s'immerger dans le lac. Par exemple, moi, j'aimais beaucoup faire de la course à pied avant d'aller dans le lac. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Parce que du coup, on est quand même en surchauffe. Alors,
Je n'allais pas directement, on est bien d'accord, je suis Oui. quand même prudente. Oui, Donc j'attendais que ça retombe un petit peu, que la chaleur de Oui. mon corps diminue. oui. Mais je voulais pas non plus attraper froid, parce qu'on sait qu'on se refroidit rapidement quand même. Après une course à pied, on est un peu trempé. Donc il faut, voilà, j'ai essayé de trouver le bon timing pour y aller. Est-ce que c'est plutôt à éviter ou... Eh ben moi, je dirais non. Je dirais c'est bien, mais je dirais que c'est important de chauffer le corps avant. Et d'ailleurs, moi-même, je propose des mouvements dynamiques Oui. pour réchauffer le corps. Alors, c'est bien ce que tu fais, c'est-à-dire attendre un tout petit moment, pas tout de suite, qu'il y ait ce choc thermique, mais au moins le corps, quelque part, il est prêt à y aller. Et après, c'est le dosage, toujours le dosage. Donc, si tu penses qu'une minute ou 3 minutes, c'est suffisant, tu t'en arrêtes là. Et de toute façon, c'est suffisant pour avoir les bienfaits du froid, quelle que soit la température du lac. Alors, c'est ce que j'allais justement venir à la température de l'eau, parce que nous, on parle du lac ici, mais des personnes qui nous écoutent vivent au bord de la mer, près d'une rivière, dans des endroits de neige, etc. On dit souvent, est-ce que c'est une croyance populaire, on peut s'immerger le temps de la température de l'eau, par exemple. Donc, si le lac est à 2 degrés, c'est 2 minutes, s'il est à 7 minutes, etc. Est-ce que c'est vrai ou c'est une idée reçue ? Eh ben moi, j'aime pas ce principe, je dois dire. Voilà, c'est bien. Donc, démêler le vrai du faux. Aujourd'hui, on est là pour ça, Carole. Je n'aime pas ce principe parce que derrière ça, il y a une idée de compétition. Et en fait, on n'est plus dans le sensible. On est dans la performance. Et là, en tout cas, dans cette approche-là, c'est pas ça que je vais encourager personnellement et qu'on va encourager dans notre pratique. Cette perception du sensible, c'est aussi ton maître yogi dont tu parlais, Maurice Daubard. C'est ça qui t'a vraiment initié à cette écoute fine du corps ? Non, alors lui, il avait quand même une autre approche. Il pratiquait ce yoga du froid depuis 60 ans. Il l'a fait à la dure. Et c'est peut-être pour ça que, aussi pour moi, ça a été si difficile, cette première expérience. Je l'ai aménagé avec le sensible. On l'a aménagé avec le sensible. Vraiment. Que ce soit plus adapté peut-être à nos modes de vie. Oui, voilà. Et vraiment, pour moi, c'est tellement important d'être dans cette écoute. Dans cette écoute qui va s'affiner, d'être dans ce langage du corps. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui va nous sortir de notre zone de confort, mais c'est important de rester dans cette reliance à ce qui se passe dans notre vivant. Parce que si on n'est pas sensible à ça, on ne pourra pas être sensible aussi à ce qui se passe autour de nous. Voilà, donc c'est ça. Je sais que c'est pas simple d'amener cette pratique qui est une pratique exigeante avec le sensible que nous sommes, parce que on est tellement habitué à vouloir aller se dépasser. Mais finalement, s'il y a quelque chose à dépasser, c'est la peur. C'est juste ça. Alors justement, la peur et tout le volet émotionnel, vous en parlez beaucoup dans le livre. D'ailleurs, toi, tu parles, on a dit, de pratiques respiratoires, mais c'est aussi très lié à un état méditatif, finalement, d'être dans ce sensible à l'écoute. Comment est-ce qu'on peut aller à la rencontre, on va dire, de cette peur, puisqu'il ne s'agit pas de la dominer, mais plutôt, comme tu viens de le dire, de la rencontrer quelque part. Oui. C'est vrai qu'il y a la peur de la mort qui est derrière ça. Je vais aller dans le froid. Je vais mourir, je vais être anesthésiée. On est face à ça dans nos vies. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, et c'est normal d'avoir peur du froid parce que quelque part, on a été très conditionné dans notre humanité. Après, on peut avoir eu aussi des mauvaises expériences avec le froid. Mais cette peur, en fait... Peut-être même inconsciente du nourrisson qui a été dans un bain qui était un peu froid pour lui. Il a tremblé, il a eu peur. Oui, mais... Avant tout, c'est de reconnaître cette peur qu'elle est là, elle est bien présente. Il y a beaucoup d'inquiétude par rapport à cet élément.
Et petit à petit, avec les expériences qu'on va en faire, c'est-à-dire cette préparation, on va observer que quelquefois, cette peur si importante n'est pas justifiée dans ces expositions qui sont volontaires et toujours progressives. Donc, on la reconnaît et peut-être qu'il y a un moment donné où elle va se dissoudre. Mais comme tu dis, derrière chaque peur, il y a la racine la racine de chaque peur, c'est la mort. Et c'est normal qu'on soit dans ce système aussi, cette posture de défense. Mais comment on va apprivoiser ça aussi, c'est-à-dire comment on va pouvoir tout doucement calmer cette posture de défense et observer que, parce qu'il y a cette double activation de notre système nerveux, donc il y a cette coactivation, donc sympathique d'abord, et puis ensuite parasympathique. Donc, au bout d'un moment, il y a cet apaisement. Et on sent, si on observe, que d'abord, on est en fait en posture d'alerte et qu'ensuite, il y a quelque chose, une fois que le saisissement est passé, on va avoir le système nerveux qui va venir s'apaiser. Et puis là, on va pouvoir observer que le corps a cette capacité en fait, d'adaptation et qui fait son travail. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est le cadeau. Et ça va évidemment, du coup, amener de la confiance. Et il faut passer ce cap, en fait. Voilà. Et là, on le fait à travers, notamment, la respiration. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là ? On prend conscience ? Oui. Alors, la respiration, on va essayer d'éviter de respirer par la bouche. On va vraiment venir respirer par le nez. Parce que en respirant par la bouche, on va encore activer davantage nos émotions. Donc là, ce qu'on veut, c'est justement apaiser. Donc on va allonger notre expiration pour pouvoir ramener du calme. Donc on a une influence évidemment sur aussi c'est tout le travail de Wim Hof. On a une influence sur notre système nerveux autonome. Ça, c'est intéressant de rentrer dans cet état méditatif. Est-ce que pour les bains très froids dont on a parlé autour de 2 degrés, tu conseilles peut-être même dans un premier temps, d'avoir des gants et des petits chaussons pour les extrémités ou pas forcément ? Absolument. Oui, c'est très bien. Là, dans le confort, on y va. Et moi, j'ai fait cette expérience d'y aller pieds nus. Et en fait, je trouve ça trop violent. C'est-à-dire, on marche d'abord sur la neige glacée jusqu'au bassin, et puis ensuite, on arrive au bassin. C'est trop. Pour moi, c'est trop. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment d'abord de protéger nos extrémités, et puis petit à petit, pourquoi pas, d'enlever les chaussons, d'enlever les gants. Mais ça, on le fera progressivement au fil de notre apprentissage, on va dire, avec le froid. Si on a du mal, est-ce que c'est bien de commencer peut-être même par la combinaison ? Parce qu'on sait que l'eau va rentrer quand même dedans. Je parle de 2 degrés, toujours 2-3 degrés, enfin des bains très froids. Bon, là, c'est une autre pratique. D'accord, on n'est pas dans la même pratique. Là, c'est une autre pratique. La fille qui essaye de prendre une tangente. De trouver des... non, parce qu'à ce moment-là, on va marcher dans l'eau. Et ça se fait beaucoup aujourd'hui, ces pratiques aussi. L'idée, c'est vraiment d'avoir aussi la peau en contact. La peau devient notre vêtement. La peau en contact avec le froid, que ce soit l'air ou que ce soit l'eau. Carole Dalmas, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment important qu'on n'aurait pas dit, que tu as envie peut-être de partager un peu en conclusion ? Ou est-ce que tu as le sentiment qu'on a fait un bon tour de ce qu'on devrait savoir en fait, pour appréhender le froid ? Alors, évidemment, on retrouve beaucoup de choses dans le livre, on n'a pas tout dit. L'idée, ça peut être aussi, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, de découvrir ce livre que j'ai la joie aussi de publier chez Erol en tant que directrice d'ouvrage.
coécrit avec Alix Lefièvre du Delcourt. On fait un petit coucou à Alix aussi, qui a participé à ce livre. Mais peut-être en conclusion, voilà, est-ce que là, on est en pleine période hivernale, d'hiver, tous ces mois qui sont longs, souvent jusqu'au mois de mars, même avril, où l'eau est encore fraîche à ces périodes-là, même mai. Tu as envie de dire, allez-y, lancez-vous. Oui, c'est ça. Oser rencontrer le froid, parce que le froid nous ouvre à un tas d'expériences dont on n'imaginerait même pas. Tu dis même que c'est un art de vivre durable. C'est un art de vivre durable, absolument. Et oui, il va nous amener une autre sensibilité, une autre sensibilité, bien sûr, à nous-mêmes, mais aux autres et au monde. Et je crois qu'on a vraiment besoin de ça aujourd'hui. Et bien sûr que dans cette pratique, celle que j'amène, il y a cette dimension de la méditation. Et pour moi, la méditation aujourd'hui, elle est fondamentale. On a besoin de pacifier. On a besoin de pacifier notre intériorité pour pouvoir peut-être un jour prétendre vivre dans un monde pacifié. Oui, c'est ça que je trouve bien aussi dans votre livre, c'est qu'il nous invite à ressentir vraiment la présence, à être dans l'être, et tu l'as dit très bien avec tout ce que tu as dit sur le sensible, et en même temps aussi à la persévérance. Donc c'est vraiment, il y a une école en fait d'enseignement à travers le froid. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Merci infiniment en tout cas, Carole Dalmas, d'être venue faire un tour dans Métamorphose pour nous parler du froid. On aura envie que sur les réseaux sociaux, vous nous partagiez vos pratiques avec le froid. Est-ce que cet épisode vous a donné envie de vous y mettre ? Est-ce que vous avez déjà expérimenté, vous avez abandonné, peut-être vous avez repris, est-ce que c'est plutôt la douche en rivière, en mer, avec des glaçons, les bains dérivatifs? Partagez-nous vos pratiques du froid, si vous avez déjà fait des stages. On a envie de tout savoir. Merci en tout cas infiniment, Carole. Je rappelle le titre de ce livre, Le froid, l'art de vivre en bonne santé, un véritable chemin de bien-être, de joie et de santé accessible à tous, on l'a dit, qui vient de paraître aux éditions Erol. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux ainsi que sur ton site internet. Et bien sûr, en tant qu'accompagnatrice des immersions au froid, tous tes ateliers qu'on peut retrouver, je crois, sur ton site tumospirit.com, c'est ça, ou .ch? .com, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Carole. Merci infiniment, Anne, pour tout ce que tu as développé. Et vraiment, j'ai été ravie de te rencontrer. Merci, Carole. Merci à toi. Gratitude. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, hygiène, diététique et santé. Une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the Planet et leur fondation d'entreprise.